Un instrument de musique ancien qui nous vient du passé est bien plus qu'un ustensile fabriqué afin qu'un musicien ou des musiciens jouent de la musique avec. C'est également une source historique, un témoin du passé, un monument historique, comme l'appelait Alois Riegel. Ici, au Musée de la musique, on conserve la collection nationale d'instruments de musique, et cette collection, ces milliers d'instruments de musique, représentent un ensemble de vestiges, mais de sources également, de témoignages de ce qui était la musique du passé, mais ce qui était également l'artisanat, quels étaient les savoir-faire des siècles du passé, qui ont permis la fabrication, la création, l'invention, l'innovation même ensuite d'instruments de musique nouveaux au cours des siècles et qui se sont adaptés ou bien qui ont généré des changements, une modernisation, une évolution des pratiques musicales. En ce sens, le violon est peut-être l'exemple le plus parlant, le plus frappant de tous ces instruments de musique anciens. En effet, il a été créé, inventé en quelque sorte au milieu du XVIe siècle et il existe encore aujourd'hui. Il est essentiellement inchangé. C'est sa structure, que ce soit sa caisse de résonance, son manche, le nombre de ses cordes, son accord, sol, ré, la, mi, du grave à l'aigu, n'ont pas changé depuis le XVIe siècle. Il n'a jamais non plus connu de période d'abandon, d'obsolescence. Ça, c'est contrairement par exemple au clavecin, à la viole, au luth, tous ces instruments qui étaient extrêmement importants pour la musique du XVIe au XVIIIe siècle ont connu une forme de déclin et d'abandon à la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Le violon, quant à lui, a constamment été en usage, en vogue, à la mode. Et il peut représenter aujourd'hui le fil rouge d'une proposition qui est celle que l'instrument de musique ancien est un témoin de multiples moments du temps, de l'histoire et du passé. Le violon, ainsi que ses dimensions les plus grandes dans sa famille, qui sont aujourd'hui l'alto, le violoncelle et d'une certaine manière la contrebasse, sont des instruments à cordes frottées qui se jouent avec un archet. Le violon est donc un instrument qui existe depuis plus de 4 siècles. Pendant ces 4 siècles, il a légèrement évolué et de multiples exemplaires, de multiples violons ont été produits, probablement des milliers, des dizaines de milliers, voire plus. Plus de violons ont été produits et continuent à être fabriqués aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des luthiers, des artisans qui fabriquent des instruments neufs et il y a aussi des manufactures qui produisent des instruments neufs de série et généralement réputés comme étant de moindre qualité. Mais essentiellement, ces instruments sont tous fabriqués de la même manière, avec du bois, des cols, des vernis, et puis ensuite on monte des cordes et on règle l'instrument. Les instruments du passé, les violons du passé, eux, sont donc les témoins, les matrices originelles d'une conception, d'un dessin, d'une forme d'instrument. La forme des ouïes, par exemple, que l'on connaît bien en forme de S ou de F, suivant comment on les appelle, la forme des ouïes est caractéristique et relativement emblématique de cet instrument maintenant. Ces ouïes ont été dessinées, en quelque sorte, sont apparues au cours du XVIe siècle. Elles servent à donner une ouverture à la caisse de résonance et à améliorer la puissance sonore, nous dirions. C'est en lien avec les résonances de Helmholtz que Helmholtz, le physicien, au XIXe, a établi. Il en a établi les principes physiques aux bases de l'acoustique. Mais ces ouïes préexistaient bien sûr à Helmholtz. Dans le même ordre d'idées, en termes de forme et de dessin, des archétypes aujourd'hui du violon sont la forme, le contour de sa caisse de résonance et également la forme de sa volute,
la forme en volute, en spirale enroulée, cette forme tridimensionnelle qui surplombe le haut du chevillet des instruments. Le chevillet, c'est l'endroit où sont fixées les 4 chevilles qui servent à accorder les cordes. Ces formes sont donc apparues au cours du XVIe siècle, en même temps, à l'origine de l'instrument qui apparaît. Dans un violon ancien, donc, on peut observer dans la forme, dans la réalisation de ces formes, dans le travail du bois, des masses du bois et du volume du bois, on peut observer d'infimes variations pour le non-spécialiste, pour le luthier, pour l'artisan qui s'intéresse à l'histoire de son art. Ce sont des signes très distinctifs, souvent très distinctifs, de la main qui les a réalisés, qui les a sculptés dans le bois. Cela indique en effet que comme il y a cette continuité de pratique tout au long des siècles, il y a une forme de tradition, de savoir-faire, d'artisanat de ces luthiers. Et les luthiers, dès le début du XIXe siècle, au moins, se sont mis à s'inspirer et à imiter, tâcher de reproduire les formes, les dessins, le travail du bois qu'ils voyaient dans des instruments plus anciens qu'eux, et notamment ceux qui avaient été créés en Italie du XVIe au XVIIIe siècle. Vous connaissez toutes et tous, je pense, l'école de Crémone, au moins par le nom de son luthier le plus célèbre qui est Antonio Stradivari. C'est un luthier dont on connaît aujourd'hui les instruments sous le nom de Stradivarius, qui a vécu entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Il a eu une carrière très longue qui lui a permis de produire, on pense, plus de 1000 violons et instruments de cette famille. Et cela a été très rapidement le luthier considéré comme le plus important. Ces instruments étaient réputés comme étant de très grande qualité par les musiciens qui les jouaient et également reconnus par les luthiers qui l'ont suivi comme des instruments de référence, comme des modèles à imiter, ne serait-ce que par le très bon fonctionnement acoustique, musical de ces instruments. On aborde ici 2 questions essentielles du violon ancien. D'une part, la qualité sonore, musicale, etc. Cette qualité n'est pas une grandeur physique, ce n'est pas quelque chose qui se mesure. C'est une notion non définie, assez floue, très subjective, mais qui a néanmoins du sens. En effet, l'instrument de musique, et le violon en particulier, est un outil, un ustensile pour le musicien afin qu'il produise lui-même son art, l'art musical, la performance. Et il est nécessaire qu'il ressente au moins la qualité d'un instrument, sa bonne réponse aux intentions musicales que le musicien souhaite développer avec lui. Donc, il s'agit en fait d'une des valeurs d'un violon ancien, la valeur de fonction, la valeur d'usage, la valeur fonctionnelle. Elle est bien sûr essentielle à tout outil, à tout ustensile. Il faut qu'il remplisse une fonction. Cette fonction est une des valeurs culturelles et également patrimoniale. Dans un musée, on cherche aussi à conserver la fonction et l'usage de certains des instruments que nous conservons. L'instrument ancien qui n'est pas joué, pour lequel il n'est pas possible de conserver sa fonction d'usage, qui est la fonction primaire de l'instrument de musique, est-il pour autant devenu inutile ? Non. En effet, cet instrument de musique est riche de bien plus nombreuses valeurs que la seule valeur d'usage. Il y a la valeur d'ancienneté, la valeur historique, la valeur de témoignage. Il y a également une valeur d'éducation, de témoignage pour les luthiers d'aujourd'hui qui souhaitent imiter ces instruments ou s'en inspirer, la valeur de source historique. C'est dans la matière, dans le dessin, la géométrie, dans les vernis, dans l'apparence visuelle,
que l'on peut puiser des informations qui sont essentielles, en quelque sorte, d'une part à comprendre et à décrire le plus finement possible d'autres valeurs de ces objets anciens, mais également qui permettent à de nouveaux instruments d'être fabriqués et avec une forme d'amélioration des savoir-faire des luthiers qui imitent ces instruments du passé. Cet intérêt que les fabricants de violons, les luthiers, ont porté à des violons plus anciens, qui passaient par leurs ateliers pour être réparés, entretenus, restaurés ou simplement recordés, il est avéré au plus tard à Paris autour de 1800. À ce moment-là, les corporations, notamment la corporation des luthiers parisiens, n'existent plus. Une plus grande liberté existe dans les techniques de fabrication et se manifeste l'engouement pour les violons dits de Crémone, les violons italiens de Stradivari, Amati, Guarneri. Et les luthiers parisiens du début du XIXe siècle manifestent un très grand intérêt pour ces instruments et cherchent à percer leurs secrets. C'est de cette période que datent les premiers écrits sur l'histoire de la lutherie, et elle témoigne d'une forme de panthéonisation de ces luthiers italiens du passé, Stradivari, Guarneri, les Amati. Ça représente une forme d'Olympe de la lutherie. Et à partir donc du XIXe siècle, les instruments crémonais, italiens anciens, vont devenir la référence. Ils vont devenir les modèles à imiter, les canons de la lutherie. Et depuis lors, depuis 1800 environ à Paris, les instruments qui sont produits le sont tous, ou quasiment tous, en imitation des instruments crémonais des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce regard sur le passé, cette inspiration sur les sources du passé, est quasiment unique dans l'histoire. Il dure jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait plus de 2 siècles que l'on imite quelques formes, quelques objets, quelques dessins qui ont été créés entre le XVIe et le XVIIIe siècle en Italie. Et c'est ce qui représente aujourd'hui, bien entendu, l'archétype du violon qui est tout à fait connu, qui a diffusé dans la société. Beaucoup de personnes non musiciennes, même non mélomanes, connaissent, sauraient esquisser le dessin d'un violon, reconnaissent un violon. C'est un instrument de musique parfaitement identifiable, parfaitement populaire dans sa forme et son dessin. C'est lié à la très grande continuité de sa forme, ses dimensions, son accord, etc. Cette histoire de la lutherie, l'historiographie de la lutherie, est finalement une source d'étonnement pour le chercheur, mais également une manière de regarder différemment ces instruments anciens. Si les instruments fabriqués depuis 2 siècles le sont en imitation des instruments vieux de 4 siècles, des Stradivari & Co., alors qu'est-ce qui fait la différence entre des instruments en copie d'instruments de Stradivari et les Stradivari originaux? Où résiderait la différence entre le fonctionnement acoustique, musical, d'un instrument réalisé avec très grand soin, dans la meilleure imitation possible des grands maîtres du passé, et les exemplaires originaux des maîtres du passé eux-mêmes? C'est la question essentielle, je trouve. Aujourd'hui, c'est quasiment une question de société, si l'on veut, entre l'original et la copie. Cela a à voir, bien entendu, avec les questions très vastes d'authenticité au sens non seulement de l'auteur ou de l'atelier qui a fabriqué un objet, manufacturé un objet, mais également authenticité de l'écoute, de la production musicale, du regard que l'on porte sur ces objets comme authentiques ou non. Que considère-t-on comme authentique ou non? En d'autres termes, en quoi finalement les
instruments anciens italiens du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, sont-ils plus précieux patrimonialement parlant, culturellement parlant, que des très bons violons réalisés en copie de ces instruments anciens qui ont été réalisés depuis. Je pense qu'ici, on peut se pencher sur d'autres valeurs culturelles, patrimoniales de ces objets qui permettent de comprendre pourquoi notre société attache plus d'importance aux Stradivari, Guarneri del Gesù, que à des instruments qui sont plus récents et pourtant très bons, de Jean-Baptiste Vuillaume, Nicolas Lupeau et d'autres luthiers, jusqu'à nos luthiers contemporains. Les instruments anciens sont en fait des sources historiques, comme des livres, mais au lieu de lire un texte qui est écrit sur des pages, il convient d'aller lire dans la matière. Cela peut être dans la géométrie, et ça, les luthiers ont mesuré très finement les voûtes, les épaisseurs, les dimensions, les dessins des instruments anciens depuis plusieurs siècles. Mais cela peut être à une échelle plus petite dans la matière ou d'autres grandeurs que les mesures géométriques. Il peut s'agir de mesures vibratoires. Comment vibrent les différentes parties de l'instrument, et notamment la table d'harmonie, la face avant de la caisse de résonance? Quels sont ces modes vibratoires? Quelles sont les fréquences dont elle favorise les vibrations? Quelle est finalement sa contribution à la sonorité de l'instrument et au son que va entendre le musicien ou l'auditeur? Ces domaines-là, qui sont du ressort de la physique et de l'acoustique, ont été progressivement étudiés au cours du temps. D'ailleurs, un des fondateurs de l'acoustique, un des personnages les plus importants de l'acoustique, qui est Félix Savart, au début du XIXe siècle, a fait de l'étude du violon et des instruments à archet le sujet de son mémoire qu'il a présenté à l'Académie. Le violon, en cela, représente une source presque interdisciplinaire, on dirait aujourd'hui, pour l'acousticien, pour comprendre où résideraient dans les violons anciens des spécificités acoustiques qui permettraient d'expliquer la préférence des musiciens pour les instruments anciens que pour les instruments modernes. C'est une manière d'aller explorer la matière avec des outils des sciences dites des sciences physiques. Ces développements continuent à avoir lieu aujourd'hui. Les développements de la physique, de l'acoustique, de la mécanique, des modélisations de l'informatique permettent d'envisager, de modéliser de plus en plus finement le fonctionnement physique, mécanique, vibratoire et donc acoustique du violon. C'est néanmoins une machine extrêmement complexe à paramétrer qui contient de nombreuses variabilités. Et en fait, ce processus d'aller examiner et comprendre le fonctionnement de la matière de l'instrument de musique est un processus en cours depuis plus de 2 siècles. Il n'est pas encore résolu, ce n'est pas une question scientifique terminée. D'ailleurs, est-ce réellement une question scientifique ? La question scientifique de un Stradivarius sonne-t-il mieux qu'un violon moderne ? Des études récentes qui appliquent des méthodes émanant des sciences cognitives ont montré qu'en fait un public, sous la forme de tests à l'aveugle, ne préférait pas les instruments anciens italiens juste à l'oreille par rapport aux instruments modernes. Bien entendu, les développements de la science physique, de la compréhension du fonctionnement des instruments en des termes scientifiques, sont apparus, se sont produits bien après que ces luthiers aient créé et fabriqué ces violons anciens. Leur savoir-faire de fabrication s'appuyait sur d'autres principes que ceux des principes scientifiques que nous connaissons aujourd'hui. Le dessin, la conception de ces instruments s'est appuyé sur un savoir-faire empirique
d'optimisation, d'évolution, même si on ne parle pas du tout d'évolution au sens darwinien du terme, mais d'une optimisation des formes, objet après objet, afin d'aboutir à un résultat que l'artisan considérait comme satisfaisant. Très simplement, on peut décrire la forme de l'instrument comme une caisse relativement plate qui a un dessin caractéristique. Le dessin de la caisse est d'abord et avant tout lié à des questions d'ergonomie. La taille de l'instrument, c'est lié à la tenue de l'instrument par le musicien et, par exemple, à la longueur de son bras afin qu'il puisse jouer de manière confortable en posant sa main gauche sur le manche et que le bas de la caisse repose au niveau de son épaule. La caisse elle-même a cette forme caractéristique afin de permettre le passage de l'archet. L'archet vient frotter les cordes et il doit aller et venir de part et d'autre. Les échancrures qui sont sur les côtés de la caisse servent à permettre le passage de l'archet quand il joue soit la corde la plus grave seule, soit la corde la plus aiguë seule, sans que l'archet lui-même ne vienne percuter ou frotter le long de la caisse de résonance. C'est l'origine des échancrures, cette forme qu'on pourrait dire en 8, peu échancrée, mais cette forme un peu évidée sur ses flancs afin de permettre le passage tout simplement de l'archet. C'est apparu progressivement au cours des siècles, alors que s'est développé le jeu mélodique pour ces instruments. Au Moyen-Âge, on jouait la musique, les instruments qui étaient joués à l'archet, plusieurs cordes étaient frottées en même temps et le chevalet était plat. Avec le développement de la musique mélodique, où on joue une note après l'autre, sans jouer un ensemble de notes en même temps, il est nécessaire que l'archet vienne frotter les cordes une à une. Le chevalet courbe s'est donc développé et les échancrures sont apparues. Le dessin des ouïes précédait quelque part l'apparition du violon, mais c'est cette forme d'ouïe qui s'est retrouvée comme étant la plus efficace, en tout cas qui s'est retrouvée comme étant la plus fréquente dans les violons à partir du XVIe siècle. Quant au chevillet, qui est orné de cette volute sculptée en spirale, ici, il n'y a pas de rôle acoustique, sonore ou pratique vis-à-vis de la jouabilité. Bien entendu, le chevillet contient les 4 chevilles qui permettent d'accorder les 4 cordes de l'instrument, et sa forme, qui sont des courbes très élégantes, très complexes également, de forme tridimensionnelle. Elles évoquent bien entendu des développements végétaux de plantes. On peut penser aux plants de certaines fougères qui, lorsque la feuille se développe au printemps, arborent cette forme en spirale enroulée. On peut également penser à d'autres modèles dans l'architecture, et dans l'architecture antique notamment, des chapiteaux dits ioniens, dont la forme en spirale n'est pas sans rappeler la forme en spirale du chevillet vu de profil. Le violon est réalisé principalement en bois. Le bois est mis en forme. Certaines planches assez fines qui constituent les éclisses, c'est-à-dire les flancs de la caisse de résonance, sont des planchettes de bois qui sont mises en forme à chaud, qui sont courbées à chaud. En revanche, la table d'harmonie et le dos de l'instrument sont réalisés en bois massif qui est sculpté à la gouge et à ces pièces, le luthier donne des formes courbes, des voûtes, afin d'agrandir le volume de résonance à l'intérieur de la caisse et également de donner un fonctionnement physique, vibratoire, spécifique à l'instrument. Le bois de la table d'harmonie est un bois résineux, en général de l'épicéa qui vient des Alpes. Et ce bois résineux a des propriétés mécaniques spécifiques qui lui permettent d'avoir un caractère vibratoire assez idéal dans le fonctionnement de l'instrument de musique.
Le reste de la caisse de résonance, ainsi que le manche et le chevillet, sont réalisés en érable, et cet érable est très souvent ondé. Cela n'a pas de rôle acoustique, mais qu'est-ce que c'est que les ondes de l'érable? Ce sont ces motifs visuels que l'on pourrait apparenter à des flammes ou à des tigrures, suivant. Les Anglais appellent ça tigré, et qui dotent l'instrument d'une apparence visuelle exceptionnellement belle, appréciée en tout cas. Ces formes, ce dessin des ondes de l'érable est très peu visible lorsque l'instrument vient d'être sculpté. On dit lorsque l'instrument est en blanc, c'est-à-dire que le bois est nu. Un caractère spécifique du violon est lié à son vernis. En effet, le vernis est a priori ici appliqué pour protéger le bois de la salissure, de l'humidité et de certains dégâts. Il s'avère que le vernis a également un rôle visuel très important. Il donne une couleur, une teinte à l'instrument et il magnifie les effets visuels que pouvaient donner les motifs du bois. Et le vernis a concentré une certaine idée du secret des luthiers anciens dans l'histoire depuis le XIXe siècle. Ces vernis sont constitués de substances assez simples. Ils sont constitués de substances végétales, pour la plupart, de l'huile de lin ou de noix. C'est la même huile qu'utilisaient les peintres quand on parle de la peinture à l'huile des peintres de Chevalet. Il y a également incorporé dans cette huile une résine, une autre résine végétale, de la résine de pin, de conifères en quelque sorte, qui exude parfois des arbres l'été, de l'écorce, qui est récoltée par gémage, c'est-à-dire qu'on incise l'écorce de ces arbres pour récolter la résine qui s'en écoule. À partir de cette résine et à partir de cette huile, il y a une recette qui est en fait qui contient très peu d'ingrédients, une huile, une résine, et à partir de laquelle est élaborée la base du vernis de ces anciens violons. Donc il n'y a pas vraiment d'ingrédients secrets, en tout cas d'ingrédients secrets dans les vernis qui soient liés aux propriétés sonores de l'instrument. C'est une recette finalement assez simple et qui était d'ailleurs très connue, très partagée dans toute l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il n'y avait aucun secret là-dedans. Ce que l'on remarque dans les études de chimie assez poussées qui ont pu être menées sur la composition de ces vernis anciens, c'est que, en fait, il y a probablement un rôle visuel important lié à l'apparence visuelle. Notamment, nous avons mis en évidence ici, avec un groupe de chercheurs associés au Musée de la musique, on a mis en évidence que Stradivari, Antonio Stradivari, à partir de 1700 environ, la première décennie du XVIIIe siècle, avait incorporé à cette base de vernis, huile plus résine, il y avait incorporé des pigments rouges. Ce sont des toutes petites particules rouges que l'on voit au microscope ou avec différents outils d'analyse dans les vernis lorsqu'on observe les vernis anciens des Stradivari, notamment conservés ici. Et ces petits grains rouges, ces traces minuscules qui résident dans la matière, sont des témoins, des sources d'informations très riches qui montrent l'intention du luthier. Antonio Stradivari souhaitait donner une couleur rouge, rougeâtre, une teinte au moins, une nuance, on peut s'exprimer ainsi, à ces instruments. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il a incorporé certains pigments dans ces vernis. Était-ce une marque de fabrique, un signe de reconnaissance, comme certaines voitures de sport italiennes aujourd'hui sont très associées à la couleur rouge? Peut-être, nous n'en savons rien. Ce qui est certain, ce qui est avéré aujourd'hui, c'est que ces pigments-là, incorporés à certains violons, correspondent à la période de la carrière de Stradivari
pour laquelle sa production, les violons qu'il a fabriqués dans cette période-là, sont les plus appréciés des musiciens et des collectionneurs. Ça s'appelle la période d'or, la meilleure période de l'atelier de Stradivari. Est-ce une coïncidence ou pas? Nous ne le savons pas. Néanmoins, il y a une dimension supplémentaire aux valeurs associées à ces violons. C'est non seulement le son, mais également l'apparence visuelle. Les vernis le montrent de manière éclatante. Une fois qu'il a quitté l'atelier, le violon a un parcours jusqu'à ce qu'il nous parvienne aujourd'hui. Ce parcours, cette vie, ces événements de la vie musicale de l'instrument enrichissent les valeurs culturelles du violon. Ici, nous nous trouvons devant un des violons de Stradivari de la collection du Musée de la musique. Ce violon, il a bien sûr, il est important parce qu'il est un Stradivarius, un violon réalisé par le plus important des luthiers du passé, mais il est également très important du fait de sa biographie, de son histoire. Cet instrument est un Stradivarius, il a été fait par Stradivari en 1724, il y a presque 3 siècles. Donc c'est très ancien et il a été réalisé par le luthier le plus réputé aujourd'hui. Mais il est également très important parce que son histoire complète, l'histoire de ses propriétaires et possesseurs a été intégralement reconstituée. Il a notamment appartenu à 2 des plus grands virtuoses du XIXe siècle. D'une part, il a appartenu à Pablo de Sarasate, qui est mort en 1908, qui était un très très important virtuose, qui a énormément voyagé dans toute l'Europe et même aux États-Unis et même en Amérique du Sud. C'est un globe-trotteur du violon. Et cet instrument-ci a été l'instrument qui l'a accompagné dans la plupart de ses récitals sur toute la planète pendant près de 40 ans. Et c'est donc l'instrument qui représente peut-être de manière iconique, fortement associé au virtuose Pablo de Sarasate, un très important personnage de la musique qui a notamment créé la symphonie espagnole d'Édouard Lalo et de nombreuses autres pièces. C'est d'ailleurs Pablo de Sarasate qui l'a légué au musée en 1908, et c'est pour cela que l'on associe par le nom Sarasate, on donne ce petit nom, ce surnom, ce nom d'identification spécifique à ce violon-ci, c'est le Sarasate, le Stradivarius Sarasate. Il est associé à 40 années de la carrière de ce très 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 grand virtuose du violon. Mes recherches ont permis de déterminer qu'avant d'appartenir à Sarasate, plus tôt dans son histoire, il avait également appartenu à Niccolò Paganini, qui est peut-être le violoniste le plus célèbre de l'histoire. On en voit ici un portrait en haut peint, et puis un portrait-charge par Dantan, un portrait sculpté en une forme de caricature qui magnifie certains caractères de l'artiste. Notamment, Paganini avait une silhouette très élancée, des membres très allongés, et son attitude, sa présence scénique, on dirait, avait été remarquée par ses contemporains et avait fait sensation en quelque sorte. Son allure, bien sûr, mais également la technicité de son jeu musical, son jeu au violon, et le fait qu'il usait, voire parfois abusait, d'effets techniques, on dirait d'effets pyrotechniques en quelque sorte, dans un langage imagé, pour impressionner son auditoire en produisant divers sons inattendus ou jusqu'ici non entendus par les amateurs de violon. Paganini est un personnage historique très important donc, et le fait que ce violon ait également appartenu à ce virtuose-ci enrichit la valeur d'association, c'est la valeur culturelle ou patrimoniale qu'on appelle d'association à un personnage historique de ce violon. Donc, finalement, cet exemple nous montre que
un violon, un objet celui-ci est aujourd'hui dans un musée, représente ou contient comme charge informative ou comme charge culturelle non seulement des informations sur le savoir-faire de ce luthier exceptionnel du passé qui était Antonio Stradivari, un luthier qui a constitué l'apogée de l'école de lutherie de Crémone, plusieurs siècles d'une facture très prestigieuse et très reconnue à l'époque, mais également de valeurs d'ordre historique associées à l'histoire musicale, histoire multiséculaire de la musique, de la performance musicale et de la réception par de milliers de personnes en concert. Au-delà de la valeur d'association à des musiciens célèbres, des musiciens importants de l'histoire musicale, certains instruments de la famille du violon peuvent être associés à des événements historiques qui dépassent la seule histoire musicale. Pour cela, on peut faire référence à des instruments parmi les plus anciens qui subsistent de la famille du violon. Et nous nous trouvons ici au XVIe siècle, dans la Renaissance de l'Europe, entre la Renaissance italienne et la Renaissance française. Ces instruments-ci ont été fabriqués par Andrea Amati. Andrea Amati est un homme du XVIe siècle, un luthier crémonais. Andrea Amati est en fait le fondateur de l'école de lutherie crémonaise. Il est le grand-père de Niccolò Amati, qui lui-même a été le maître d'Antonio Stradivari au milieu du XVIIe siècle. En quelque sorte, nous nous trouvons 3 générations avant Antonio Stradivari, aux sources, aux origines de cette lutherie du violon, de cette lutherie crémonaise et italienne du violon. Ces instruments sont donc extrêmement anciens. Celui-ci en bas date d'avant 1568 et la basse ici date de 1572. Ce sont parmi les plus anciens instruments de la famille du violon qui subsistent. 1572, c'est également l'année du massacre de la Saint-Barthélemy. Quel est le lien entre la Saint-Barthélemy et ces instruments? Ce lien n'est pas direct. Néanmoins, ces instruments-ci portent sur eux des décors, des symboles, des emblèmes associés au contexte très particulier des guerres de religion. La basse, que vous voyez ici, est recouverte de différentes peintures dont subsistent aujourd'hui des vestiges. Ces peintures représentaient la devise du roi Charles IX, le roi de France Charles IX, qui était le roi de France au moment de la Saint-Barthélemy. Ces armoiries sont dessinées au centre, entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel, d'une couronne royale, et de part et d'autre sont figurées les allégories personnifiées de la piété et de la justice, des colonnes droites qui symbolisaient également la piété et la justice, et sur ces éclisses sont peintes en lettres dorées Pietate et Justitia, avec piété et justice. Piété et justice sont les symboles emblématiques de la devise du roi Charles IX. Avec piété et justice font référence au pouvoir royal d'ordre divin du roi Charles IX qui se pose ici en défenseur de la foi catholique. Cet instrument, qui a servi bien sûr à de la musique de bal, de la musique de divertissement à la cour royale de Charles IX puis des derniers Valois, porte donc les symboles de pouvoir du roi, du couple royal en l'occurrence, et porte également des symboles du contexte historique, politique, religieux du moment. Cela dépasse donc de beaucoup l'histoire de la musique du XVIe siècle ou l'histoire de la musique tout court. Cet instrument est également le témoin d'une période historique où politique et divertissement étaient intimement mêlés.
L'instrument de plus petite dimension que vous voyez à ses côtés, l'autre instrument d'Andrea Amati de la collection, porte quant à lui les armoiries de Philippe II d'Espagne, marié à Élisabeth de Valois. Élisabeth de Valois était la sœur de Charles IX, une Valois qui a été la troisième épouse de Philippe II d'Espagne. Ces armoiries montrent que cet instrument faisait partie des instruments des musiciens qui étaient dans la maison d'Élisabeth de Valois, reine d'Espagne. La devise en latin que porte également cet instrument autour des armoiries est également une devise qui promeut la défense de la foi catholique. Elle dit en français « Par cet unique rempart reste et restera la religion ». C'est lié à la défense de la foi catholique. Le royaume d'Espagne, alors, de Philippe II d'Espagne, et le royaume de Charles IX, de roi de France, à cette époque, étaient les deux puissances catholiques de ce contexte européen, politique, lié aux guerres de religion. À l'issue de ce parcours à travers 4 siècles d'une histoire culturelle riche du violon et des instruments de sa famille, il apparaît, à mes yeux, que cet instrument, comme finalement beaucoup d'instruments de musique anciens, est riche de valeurs culturelles qui dépassent très largement la valeur musicale, la valeur sonore, son potentiel sonore et musical, et qui inscrivent cet instrument dans une histoire bien plus vaste que celle de l'histoire de la musique. Également, ces valeurs culturelles permettent de relativiser, voire de questionner la spéculation qui existe depuis un siècle et demi sur ces instruments les plus prestigieux, ces instruments qui sont maintenant parfois vus avant tout comme des placements financiers et non seulement comme des instruments de musique ou des sources historiques.